Au sommaire de ce journal, l'apôtre Gadji Abraham a initié la toute première édition du temps d'adoration devant le trône de grâce. Adama Barrow, ancien exilé politique, vainqueur de la présidentielle gambienne. En Afrique du Sud, l'ANC renouvelle sa confiance au président Jacob Zuma. Le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, a annoncé sa démission. Et en sport, la fondation Didier Drogba blanchit des accusations de fraude par la justice anglaise. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne. Débutons en religion en commençant par l'apôtre Gadji Abraham qui a initié un moment spécial, la toute première édition du temps d'adoration intitulée Devant le trône de grâce. Cette édition s'est déroulée les 26 et 27 novembre dernier au centre évangélique Ebenezer d'Abidjan-Cocody. Nos reporters étaient sur place. L'hôtel Rehoboth, le temple du centre évangélique Ebenezer, a refusé du monde le 27 novembre 2016 à l'occasion de la première édition de Devant le trône de grâce, un temps d'adoration initié par l'apôtre Gadji Abraham, fondateur de cette église. Les chrétiens ont esquissé des pas de danse dans la louange avec le groupe musical local La Nuée avant de contempler la gloire de Dieu avec la chanteuse Maggie Blanchard venue du Canada. Entre deux tours de chant, l'artiste international a livré des messages au corps du Christ pour rappeler l'existence et la présence continue de Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Je sais que le peuple a vraiment été dans la présence de Dieu, comme moi je l'ai été, et on a adoré comme moi j'ai adoré. Alors, c'était ça le but. C'était aussi de louer pour une nation, de demander au Seigneur de se manifester pour le changement qui vient, parce que le changement vient, et je pense que la Côte d'Ivoire est prête. Amener le corps du Christ dans la présence du Seigneur pour déposer à ses pieds ses fardeaux. Tel est l'objectif du temps d'adoration devant le trône de grâce. Pour l'initiateur, l'apôtre Gadji Abraham, c'est plus qu'un temps d'adoration, mais aussi un moment de transfiguration. Le trône de grâce, c'est le trône qui nous donne d'avoir accès à Dieu. En fait, là où se trouve le péché, la grâce surabonde. Donc quand on parle du trône de la grâce, on parle de la communion avec la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu manifeste son amour, sa grâce manifeste son pardon et sa grâce est plus puissante que la mort. Nous sommes à la première édition. Dieu voulant l'année prochaine, nous inviterons soit la même chantre ou un autre chantre de niveau international pour offrir des temps de louange et d'adoration gratuitement au peuple de Dieu. Tenu sur 2 jours, les 26 et 27 novembre 2016, devant le trône de grâce, première édition a été un vrai temps de bénédiction pour les participants. Entamons l'actualité africaine en débutant par la Gambie. Yaya Jammeh a quitté le pouvoir après avoir perdu l'élection présidentielle face au candidat de l'opposition Adama Barrow. Dans les rues gambiennes, les posters géants qui rappellent l'ère Jama ont été démontés. C'en est vraiment fini du règne de Yaya Jammeh. De gigantesques posters de lui ont été détruits ce dimanche à Serekunda en Gambie. Tout un symbole. L'ère tumultueuse de Jammeh, chargée d'accusations de violation des droits humains, de menaces de mort, de surveillance et d'arrestations arbitraires, s'arrête donc. Tout le monde sera libre, tout le monde dira ce qu'il a envie de dire. Il n'y aura plus de Gambiens disparus, il n'y aura plus personne qui va se cacher parce que votre famille a un problème. Maintenant tout ça c'est fini. Yaya Jammeh, réputé pour être un des présidents les plus excentriques et impitoyables de la planète, a régné sur la Gambie pendant 22 ans. Déclaré vainqueur de la présidentielle gambienne, Adama Barrow est un ancien exilé politique qui a obtenu le soutien de l'opposition gambienne. Portrait de celui qui a réussi à faire tomber le pouvoir Yaya Jammeh. Jusqu'à récemment, peu de gens avaient entendu parler de cet homme. Et ils étaient encore moins à penser qu'il serait capable de déloger le président Yahya Jammeh. Et pourtant, avant le vote de vendredi, Adama Barrow pariait déjà sur sa victoire. Victory. We are going to win these elections.
Je prédis la victoire. Nous allons remporter cette élection. Nous allons l'emporter avec une avance importante. Je pense à tous les Gambiens, que vous soyez avec nous ou pas. Vous savez que nous sommes devant dans les sondages et que nous allons gagner. C'est évident, à plus de 100%. La candidature d'Adama Barrow lui est en partie tombée dessus. 7 partis d'opposition se sont unis derrière lui pour cette élection après que de hauts responsables de son parti aient été arrêtés en juillet. Jusqu'à ce moment-là, Adama Barrow était surtout connu pour être un agent immobilier. Les foules immenses qu'il a attirées sont la preuve évidente qu'Adama Barrow avait capté quelque chose, et en particulier chez les jeunes. Le chômage tourmente la Gambie depuis des années, et des milliers de Gambiens prennent la route de l'exil en traversant la mer Méditerranée. Adama Barrow, lui, a clairement fait entendre qu'il était le candidat du changement. Gambiens, c'est votre seule chance de chasser Yaya Jammeh du pouvoir. Si nous ne le faisons pas, nous allons le regretter. C'est l'unique chance que nous avons et nous devons la saisir. Adama Barrow a promis une éducation gratuite et des soins de santé plus abordables, ainsi que la fin de l'emprisonnement des voix dissidentes. Il s'est également engagé à ne servir que 3 ans comme chef d'un gouvernement de transition. On est bien loin du mandat d'1 milliard d'années de son prédécesseur. Et quoi qu'il en soit, la victoire d'Adama Barrow, suivie de la reconnaissance par Yahya Jammeh de sa défaite, est un événement mémorable pour la Gambie. En Afrique du Sud, l'ANC a renouvelé sa confiance au président Jacob Zuma. Critiqué et poussé vers la sortie par les membres du Congrès national africain, le président Jacob Zuma reste quand même à la tête de ce congrès. Indéfectible soutien de l'ANC au président Jacob Zuma. La direction du Congrès national africain n'approuve pas l'appel de plusieurs ministres à la démission du président impliqué dans une série de scandales. Le comité exécutif est la seule entité autorisée à démettre un président de ses fonctions en dehors d'une conférence élective. Celle de l'ANC aura lieu en 2017. Ce mardi 29 novembre, à l'issue de sa réunion de 3 jours, l'ANC a finalement déclaré qu'il n'appelait pas à la destitution du président. D'abord, désavouer Zuma, c'est reconnaître que l'ANC elle-même s'est trompée en choisissant Zuma comme président de la République. Et c'est surtout reconnaître l'échec de la mandature de Zuma. Et c'est reconnaître également qu'il y a une part de vérité, quel que soit après l'avis de la justice, qu'il y a une part de vérité dans toutes les affaires de corruption dans lesquelles Zuma a été impliqué. Mais c'est surtout reconnaître aujourd'hui et prendre le risque surtout de perdre les prochaines élections présidentielles. Le président Jacob Zuma a été et est impliqué de près ou de loin dans plus de 10 affaires de corruption, de fraude, de trafic d'influence, de violences sexuelles présumées ou encore de marchés publics truqués. Ces scandales à répétition n'ont jamais fait tomber le 3e président de l'Afrique du Sud après Nelson Mandela. Plusieurs de ces affaires visant le président sud-africain élu en 2009 puis réélu en 2014 ont été abandonnées et des acquittements ont été prononcés. La justice peut se saisir du dossier si une partie de la population ou si des organisations de la société civile se saisissent du dossier et amènent ces différents dossiers-là devant la justice. Au-delà de son impopularité et des polémiques à répétition, le président sud-africain Jacob Zuma ne peut pas se présenter à un 3e mandat. L'ANC n'a pourtant pas encore ouvert officiellement le débat sur sa succession. Le parti ne doit désigner qu'en décembre 2017 celui ou celle qui lui succédera. Le second mandat présidentiel de l'actuel chef de l'État sud-africain expire, lui, après les élections générales de 2019. L'échiquier politique au Togo s'est enrichi d'une nouvelle formation. Il s'agit des Forces démocratiques pour la République FDR. Porté sur les fonds baptismaux le 26 novembre 2016, ce parti est dirigé par Dodji Apevon. C'est dans une ambiance festive que la nouvelle formation politique de Dodji Apevon est portée sur les fonds baptismaux ce 26 novembre 2016. Le parti politique Force démocratique pour la République est né à l'issue d'une mésentente au sein du comité d'action pour le renouveau, parti pour lequel Dodji Apevon était jusqu'au 22 octobre 2016 président national. Aujourd'hui, avec son propre parti, il entend donner de l'espoir aux Togolais en faisant autrement la politique, en appelant à l'union de l'opposition. Moi, avec mes amis,
nous disons que les querelles qui nous ont minés dans l'opposition, les divisions incompréhensibles, on doit tout faire pour y mettre un terme. Nous donner la main. Parce que si nous ne constituons pas un bloc, une force en face du pouvoir, mais on ne fera pas un pas. Parce que ceux qui gouvernent aujourd'hui, nous respecterons que lorsque nous constituerons un poids devant eux. Pour ce parti, il s'agit du début d'un nouvel engagement politique. Plusieurs commissions ont été mises en place, notamment celle chargée d'élaborer des projets de société. Ces responsables entendent œuvrer au développement intégral du Togo, au bien-être social, mais aussi à l'effectivité de la bonne gouvernance et l'instauration de la démocratie. Les premiers chantiers, nous devons demander, nous devons faire des couloirs, nous devons faire des passerelles, nous devons faire du lobbying auprès que ce soit de l'opposition, du pouvoir, pour que nous puissions arracher les locales dans ce pays. Parce que nous ne pouvons pas attendre pratiquement tous les 5 ans à organiser les élections législatives et présidentielles au Togo. Alors que pour nous, le pouvoir c'est à la base. Nous devons d'abord avoir les élus locaux et au fur et à mesure, nous pouvons arracher ce pouvoir-là. Les forces démocratiques pour la République comptent déjà plus de 3800 membres et est le 110e parti politique au Togo. Le parti a pour couleur le violet pourpre et pour emblème le parapluie. Doyi Apevon, le président national élu à la suite d'un congrès électif, était jusqu'alors député à l'Assemblée nationale sous la bannière du regroupement politique Coalition Arc-en-Ciel, dont était membre le Comité d'action pour le renouveau lors des législatives de 2013. Entamons l'actualité internationale en débutant par l'Italie où le chef du gouvernement, Matteo Renzi, a annoncé sa démission après le rejet par référendum de sa réforme constitutionnelle. Près de 60% des électeurs ont dit non à Matteo Renzi qui entendait donner plus de pouvoir au Parlement. Matteo Renzi jette l'éponge. Le chef du gouvernement italien a annoncé sa démission après la publication des premiers résultats du référendum sur son projet de réforme constitutionnelle. Un projet rejeté hier par près de 60% des électeurs, un camouflet pour le président du Conseil italien, d'autant plus que le taux de participation a dépassé les 57%. L'expérience de mon gouvernement s'achève ici, dit-il. Je crois que pour changer ce système politique, dans lequel les dirigeants, toujours les mêmes, tournent sur différents postes sans changer le pays, on ne peut pas faire semblant, une fois de plus, que rien n'a changé. Les dirigeants ne changent pas leurs habitudes et ne quittent jamais leur siège. Je voulais supprimer des sièges en trop. Je n'ai pas réussi et donc le siège qui saute, c'est le mien. La poltrona che salta è la mia. De la droite classique aux populistes, en passant par tous les extrêmes et même des frondeurs du parti démocrate de Matteo Renzi, nombreux sont ceux qui ont fait campagne pour le non à cette réforme. Matteo Renzi voulait réduire les pouvoirs du Sénat et limiter les attributions des régions. Une autre démission, mais cette fois en Nouvelle-Zélande, le très populaire Premier ministre John Key a quitté ses fonctions de chef du gouvernement en évoquant des raisons familiales. Plus de détails dans ce reportage. Les bons dirigeants savent quand il faut partir et mon heure est venue. Déclaration surprise du Premier ministre néo-zélandais. John Key a annoncé sa démission ce lundi, évoquant des raisons familiales. Très populaire, il dirige le gouvernement depuis 8 ans et depuis 10 ans le National Party, une formation de centre-droit. Durant ces années, j'ai tout donné pour ce travail, un travail que je chéris pour un pays que j'aime. Tout cela a nécessité des sacrifices pour les personnes qui me sont le plus chères, ma famille. C'est la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre. Et je ne sais pas ce que je ferai ensuite, mais pour moi, c'est le bon moment de partir. Cela donne au gouvernement et au parti le temps nécessaire pour s'organiser en vue d'une prochaine élection. John Key a su gagner la confiance des Néo-Zélandais en gérant notamment une série de crises, parmi lesquelles des séismes meurtriers, comme dans sa ville natale de Christchurch en 2011. Il a également maintenu l'économie à flot lors de la crise financière de 2008. Des élections sont prévues l'an prochain. Les sondages le donnaient vainqueur. En Autriche, par contre, c'est une accession au pouvoir. L'écologiste Alexander Van der Bellen est le nouveau chef de l'État. Il a été élu avec 53% des voix lors de la présidentielle autrichienne qui s'est tenue ce dimanche.
Le nouveau chef de l'État autrichien est écologiste. Il s'appelle Alexander Van der Bellen. Il a 72 ans, c'est un universitaire. Et il a remporté dimanche le second tour de l'élection présidentielle avec une avance confortable sur son adversaire d'extrême droite, Norbert Hofer. Celui-ci a d'ailleurs rapidement reconnu sa défaite. J'ai toujours dit que le vainqueur serait un bon vainqueur et que le perdant serait un bon perdant. Et je demande à tous ceux qui ont voté pour moi d'accepter le fait que dans une démocratie, l'électeur a toujours raison, toujours, et qu'au bout du compte, nous devons ensemble réaliser l'unité, c'est très important. Une unité à laquelle Alexander Van der Bellen aspire également, alors que le pays s'est profondément divisé depuis un an. J'aimerais qu'au terme de mon mandat, dans 6 ans ou plus tard dans 6 ans, que ce soit dans la rue ou sur une place de village ou dans le métro à Vienne, les gens me reconnaissent et disent « Regarde, c'est notre président, pas le président, notre président », a-t-il déclaré lors d'une rencontre télévisée très conviviale avec son adversaire, à 1000 lieues des échanges parfois vifs qui avaient opposé les deux candidats. Cette élection aura été suivie de très près dans l'ensemble de l'Union européenne, l'extrême droite étant susceptible de voir l'un des siens accéder pour la première fois à la présidence d'un État membre. Alexander Van der Bellen a ainsi reçu les félicitations appuyées de nombre de dirigeants. L'ancien dirigeant Fidel Castro a été inhumé à Santiago de Cuba ce dimanche. Pour lui rendre un dernier hommage, des milliers de Cubains sont descendus dans les rues au passage du cercueil. Contrairement à la procession de la Havane, les gens ici étaient silencieux au passage de leur ancien dirigeant. La famille Pérez a regardé la procession passer devant le porche de leur modeste maison de ce quartier ouvrier de Santiago. Ils sont ensuite rentrés pour assister aux funérailles à la télévision, même si la couverture en direct a été annulée à la dernière minute. Maria Elena est handicapée, elle a pu bénéficier du système de santé gratuit de son pays et grâce à la gratuité de l'éducation, l'un de ses petits-enfants étudie le droit, l'autre la médecine. Nous avons fait de grandes choses, la santé, l'éducation gratuite et un pays sûr. Et la plus grande des choses que vous puissiez réaliser comme être humain, le développement de soi en tant que personne. J'ai appelé tous les citoyens d'un certain âge à dire à leurs enfants qu'ils doivent continuer cette offre. Ici, les handicapés, les gens de couleur, tout ce qui faisait l'objet de discrimination dans le passé, maintenant sont égaux des frères et des sœurs dans la Révolution. Les funérailles sont terminées et on a pu voir où les cendres de Fidel Castro seraient déposées. Rien de grandiose ni d'imposant, un simple mausolée en forme de dôme. Lors d'un rassemblement de masse la nuit dernière, le président Raúl Castro avait annoncé que son frère avait demandé qu'aucune statue ou route et qu'aucun monument ou parc ne reçoivent son nom pour éviter tout culte de la personnalité. Mais sa dernière demeure au cimetière Santa Ifigenia de Santiago deviendra, à n'en pas douter, un lieu de recueillement pour les Cubains et les gens du monde entier. C'est au cimetière de Santa Ifigenia que les cendres de Fidel Castro ont été mises en terre. Il repose désormais aux côtés d'autres héros de la lutte pour l'émancipation cubaine. Les cendres de Fidel Castro ont été inhumées ce dimanche au cimetière de Santa Ifigenia à Santiago de Cuba. Son frère Raúl a déposé l'urne dans ce qui sera la dernière demeure du leader marxiste, aux côtés de José Martí, un héros de la guerre d'indépendance contre l'Espagne au XIXe siècle, que Castro a toujours admiré. La tombe de Fidel ressemble à un grain de maïs. Je suis heureuse de ce qu'ils ont accompli pour lui parce qu'il le mérite. Cette tombe est très bien et elle est située juste à côté de celle d'un grand homme, José Martí. C'est quelque chose qui nous honore, nous et nos amis du monde entier qui viennent visiter cet endroit. Fidel Castro est décédé vendredi 25 novembre à l'âge de 90 ans. Des centaines de milliers de Cubains lui ont rendu hommage toute la semaine au passage du convoi funéraire qui a traversé l'île, parcourant 950 km depuis la capitale, La Havane, jusqu'à Santiago de Cuba. Un itinéraire retraçant à l'inverse la route de Castro vers le pouvoir à La Havane, où il a lancé sa révolution il y a plus d'un demi-siècle.
pour empêcher l'extinction de sa langue ancestrale, une forme unique d'arabe fortement influencée de l'araméen, la langue parlée par Jésus. Une communauté maronite rêve d'une réunification de l'île de Chypre. Reportage. Un camp de vacances pour sauver leur langue ancestrale. Chaque année, ces jeunes chrétiens maronites chypriotes se rendent à Kormakitis, le plus grand des 4 villages maronites de l'île. Ils sont ici pour apprendre l'arabe particulier des maronites de Chypre, le sana, qui se mélange à l'araméen parlé au temps de Jésus. Mais la guerre et les changements démographiques menacent cette langue. Comme ils ne vont pas à l'école ici, ils ont commencé à perdre leur langue. Les enfants ne connaissent pas leur langue parce que nous avons l'habitude de tous parler en grec. Donc nous venons ici pour leur apprendre. Dès le 8e siècle, des maronites du Liban et de Syrie se sont installés sur l'île. Entourés de chypriotes parlant grec ou turc, ils ont gardé une identité particulière. Mais beaucoup ont fui leur village lors de l'invasion de Chypre par la Turquie en 1974, en réponse à un coup d'État soutenu par Athènes. Leurs enfants ont donc grandi loin de Kormakitis, de sa culture et de leur langue. La langue est menacée de disparaître, sauf si nous faisons quelque chose pour la protéger, ou pour retarder cette disparition le plus longtemps possible. Et d'abord, il faut l'écrire. Il faut la codifier. Et cela est fait aujourd'hui par l'université, par les chercheurs soutenus par le ministère de l'Éducation et de la Culture. Les récentes négociations entre les leaders chypriotes grecs et turcs n'ont pas porté leurs fruits, mais les maronites espèrent un accord pour permettre à leurs jeunes de rentrer dans leur village. Ce n'est qu'à travers une solution au problème chypriote, avec le retour du peuple maronite dans leurs propriétés, dans leurs écoles, dans leurs églises, que nous pourrons avoir une chance de faire revivre la langue et de préserver notre identité. Cette minorité représente moins d'1% de la population chypriote, et même avec des cours de langue, de cuisine ou de chant, les maronites chypriotes font face à une longue bataille pour sauver leur culture. Accueillis au Canada, les réfugiés syriens font face à des difficultés. C'est le cas de Fahed Fatou, un réfugié arrivé au Canada avec sa femme et leurs 2 enfants en 2015. 35 000 Syriens ont trouvé refuge au Canada. Fahed Fatou est arrivé au Canada avec sa famille il y a 1 an. Après avoir fui la Syrie déchirée par la guerre, il fait partie des 35 000 réfugiés syriens que le gouvernement libéral de Justin Trudeau a accueillis depuis 1 an. Mais le soutien financier des promoteurs privés et du gouvernement prendra bientôt fin. Fahed n'a pas d'emploi au Canada. À Alep, il était médecin, mais au Québec, il ne pourra probablement jamais pratiquer. C'est trop de problème pour moi. Pour faire l'équivalence à faire comme médecin. Le gouvernement est très strict sur la reconnaissance de l'équivalence des diplômes obtenus dans d'autres pays. Difficile donc pour les ONG d'aider ces réfugiés à retrouver leur environnement professionnel. Parmi les réfugiés, il y a quand même beaucoup de professionnels. Eux, en partie, doivent faire leur deuil sur la possibilité de retrouver un travail du niveau qu'ils avaient pu avoir en Syrie avant la guerre civile. Comme les autres réfugiés, Fahed et sa femme suivent gratuitement des cours de français dans des écoles agréées. Un apprentissage difficile. Mais leurs enfants fréquentent une école publique et parlent déjà couramment le français, une situation bien connue au ministère de l'Immigration. Entre 1/4 et 1/3, quand on parle de réfugiés syriens, sont des enfants. Moi, je rencontre ces enfants-là et ils maîtrisent déjà la langue vraiment très bien. Alors ça, déjà, ça représente notre avenir. Pour les autres, on les appuie constamment. Malgré les difficultés, Fahed est confiant d'avoir fait le bon choix pour ses enfants. C'est la vie pour les enfants. Canada, c'est le pays de libre, c'est le pays de paix, pays de futur. C'est le gagné, c'est le loto. Julie, la femme de Fahed, n'a pas travaillé depuis plus de 10 ans, mais elle souhaite suivre une formation pour travailler dans une crèche.
Fahed n'abandonnera pas le monde médical, il vise un poste de technicien hospitalier. Et pour finir, la fondation Didier Drogba, soupçonnée de détournement de fonds, a été blanchie par la justice anglaise. Après 7 mois d'enquête, l'organe britannique de surveillance des œuvres de charité a conclu que la fondation de l'ancien capitaine des éléphants n'a commis aucune fraude. L'affaire avait fait grand bruit, enfin le dénouement, mais surtout un grand soulagement pour Didier Drogba. La fondation de l'ex-capitaine de Côte d'Ivoire a été blanchie des soupçons de fraude qui pesaient sur elle. Après 7 mois d'enquête, l'organe britannique de surveillance des œuvres de charité a conclu jeudi qu'il n'y avait pas eu de détournement de fonds par la fondation. Les accusations portées par le Daily Mail soutenant que l'organisation n'avait utilisé qu'une infime partie des dons récoltés en Grande-Bretagne pour des œuvres de charité. Une délivrance pour Didier Drogba qui a réagi sur les réseaux sociaux satisfait de la suite de cette affaire qui prouve que les accusations du Daily Mail sont totalement fausses. Il indique avoir demandé à ses avocats de demander des excuses totales ainsi qu'un dédommagement de la part du Daily Mail pour sa fondation. Selon les journalistes du Daily Mail, à l'origine de l'enquête, la fondation Drogba avait dépensé 500 000 € pour l'organisation de bals à Londres, alors que très peu de fonds amassés en Angleterre avaient finalement été transférés en Afrique. Des accusations bottées en touche par la commission de surveillance des œuvres de charité du Royaume-Uni, qui a tout de même souligné que la fondation avait induit en erreur les donateurs. Créée en 2007, la fondation Didier Drogba œuvre en faveur de l'aide à l'enfance africaine en matière de santé et d'éducation. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que se termine ce point de l'actualité sur The Blessing Channel. Restez bénis.